Donc j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir dans le cadre de l'Université populaire de Caen et du séminaire consacré à l'érotisme littéraire féminin, Régine Deforges, ainsi que Julien Sandre. Alors Régine Deforges, je vous ai découverte adolescente, quelques années après la parution de La bicyclette bleue, comme de nombreux lecteurs et de nombreuses lectrices. C'est dans un premier temps l'écrivaine éprise d'histoire, à la plume à la fois érotique et romanesque, qui m'a séduite. Puis dans un second temps, c'est un livre bien moins connu de vous, Oh m'a dit, que j'ai découvert, qui m'a fait découvrir une autre de vos facettes, celle d'une éditrice combative, alors confrontée à une grande dame de la vie. Comme vous le savez, Dominique Horry était le véritable auteur d'Histoire d'eau. Alors, à votre tour, vous êtes devenue une grande dame de la littérature, insoumise, amoureuse et rebelle, ardente défenseuse de la liberté d'expression, à qui l'on a reproché tour à tour d'être une pornographe, une papesse de l'érotisme, une écrivaine faisant du miel du butin des autres. Alors la foudre est tombée sur vous à 3 reprises. Dans un premier temps, au moment de l'affaire du cahier volé, épisode douloureux de votre adolescence, qui a fait l'objet d'un livre en 1978, et peut-être épisode que vous évoquerez tout à l'heure. Dans un second temps, ce sont les poursuites judiciaires à la fin des années 60. Vous avez été en effet dans le collimateur de la censure dès la fin des années 60, vous avez été saisi, poursuivi, inculpé, privé de vos droits civiques, et votre première maison d'édition, L'Or du Temps, d'ailleurs en hommage, je crois, à André Breton, a disparu. Au moment de La bicyclette bleue, vous avez été confronté à une autre affaire, mais là, vous étiez déjà bien armé pour faire face, et vous avez fait l'objet d'un procès que vous avez gagné. Alors, évidemment, là, je parle de choses un petit peu négatives, mais c'est en fait le portrait de l'éditrice qui m'intéresse dans un premier temps et qui va permettre d'ouvrir le débat sur votre parcours d'écrivain. J'oserais dire d'écrivaine, je sais que vous n'aimez pas trop la féminisation. Voilà, en fait, dans le cadre de ma thèse, je me suis demandé dans quelle mesure vous avez contribué à façonner le paysage érotique de l'époque et inviter les femmes à rejoindre ce domaine. Donc dans un premier temps, je vais parler un petit quart d'heure pour vous présenter comme éditeur, comme première femme éditeur française, et ensuite vous laisser la parole, vous poser des questions pour nourrir le débat, et bien entendu vous pourrez prendre la parole au moment où vous le souhaiterez. Donc dans l'un de vos derniers livres, À Paris au printemps, ça sent la merde et le lilas, vous évoquez l'année 68 à partir d'une perception intime des événements et à partir de votre propre vécu lors de cette période tourmentée. Alors rappelons que l'année 68 est l'année d'un bras de fer entre des critiques, des journalistes, des éditeurs, de plus en plus frappés par les frappes sans discernement de la machine ministérielle, et un pouvoir alors sur le qui-vive, sur la défensive, à l'affût de tout fauteur de troubles, et également fragilisé par ces incohérences. Alors, la censure à l'époque se voit renforcée, les livres sont volontiers interdits, alors même que l'érotisme est devenu au cours des années 60 un mythe moderne. Alors des classiques de l'érotisme, partie intégrante de notre patrimoine, sont condamnés. Alors paradoxalement, Georges Bataille, figure emblématique de l'érotisme noir, est présenté comme un écrivain faisant honneur à la langue française. Il est par exemple érigé en modèle littéraire lors du procès de l'éditeur Éric Losfeld. Alors d'ailleurs, lors du procès d'Éric Losfeld, l'éditeur se voit contraint de lire des passages obscènes, alors que c'était tout à fait impensable en 1956, au moment de l'affaire Jean-Jacques Pauvert. Il s'avère que désormais, les pouvoirs en place osent entendre le sexe, même si c'est pour le condamner. Et c'est dans ce contexte donc particulièrement mouvementé que vous fondez votre première maison d'édition, L'Or du Temps. Rééditer des classiques de l'érotisme introuvables, méconnus ou interdits, faire entrer les ouvrages de second rayon dans un circuit normal de diffusion, mener la conquête du sexe et aussi la conquête du beau sexe, et nous y reviendrons, telles semblent être vos motivations.
Vous apprenez en février 68 avec beaucoup d'enthousiasme que Hachette accepte de diffuser Le Conte d'Irène, récit écrit par Aragon en 1928. Et vous ne savez pas alors ce qui vous attend, tous ces démêlés avec la censure. Hostile à toute censure et porté par votre goût de l'érotisme et une inlassable curiosité, vous faites de l'érotisme littéraire l'enjeu d'une bataille contre toute entrave posée à la libéralisation des corps et des esprits. Alors dans cette bataille, vous êtes la première femme de lettres à oser défendre le droit de l'érotisme à exister pour lui-même sans se réfugier dans le prétexte d'une valeur littéraire, d'un mérite esthétique. Et voici ce qu'écrit l'éditeur Jean-Jacques Pauvert. Jean-Jacques Pauvert qui était l'éditeur qui a été un pionnier également. Il a publié les œuvres complètes de Sade dès la fin des années 40, 49 il me semble, 50. Et voici ce qu'écrit Jean-Jacques Pauvert à votre sujet. Soutenue par son avocat, elle revendiquait pour les livres érotiques le droit d'être tout simplement ces contes de fées pour grandes personnes, dont parlent Havelock et Lys, et de ne pas être nécessairement mieux écrits que les romans policiers ou la littérature édifiante. Alors en prenant le risque de publier officiellement des livres autrefois diffusés sous le manteau, ou bien contemporains et sans prétention artistique, vous vous situez dans la continuité frondeuse de Jean-Jacques Pauvert. Alors contrairement à celui-ci, vous ne bénéficiez pas du soutien d'une communauté intellectuelle, d'appuis gouvernementaux et de la légitimité professionnelle qu'on confère une carrière éditoriale de longue durée. Alors, Pauvert est devenu en effet l'éditeur de référence d'une littérature érotique de qualité, de grands textes injustement oubliés, de certains auteurs très rares. De même, il est devenu un défenseur de la liberté d'expression relativement craint et respecté des pouvoirs en place, qui préfère d'ailleurs vous poursuivre ainsi que Éric Losfeld. Alors, entre 1969 et 1975, on note vraiment une différence de traitement. Les ouvrages publiés par Jean-Jacques Pauvert sont davantage épargnés que les publications érotiques du terrain vague et de l'or du temps. Alors, par exemple, 12 livres des éditions Pauvert subissent la triple interdiction aux mineurs, à l'affichage et à la publicité. Pour Éric Losfeld, ce sont 24 ouvrages qui sont soumis aux mêmes interdictions. Alors, quant à vous, vous êtes vraiment la bête noire, si je peux me permettre, du ministère de l'Intérieur, avec 50 ouvrages censurés, dont des classiques de l'Ars Erotica, tels que par exemple Le Jardin parfumé de Tchèque Nevzaoui en 1973. Alors un autre exemple, en 1969, Lourdes-Land de Steve Masson, en fait André Ardelais, est publié presque simultanément par L'Or du Temps et les éditions Pauvert. Cependant, seule votre édition est poursuivie 3 ans plus tard en correctionnel, tandis qu'elle est parfaitement tolérée chez Jean-Jacques Pauvert. Alors, est-ce que votre identité féminine a joué dans cet acharnement des pouvoirs en place ? Vous faites en effet partie des premières femmes à investir à Bastion, où ce sont des hommes qui décident de la ligne éditoriale de leur structure. Alors, quelques femmes avaient tracé un petit peu la voie avant vous, mais leur production était limitée soit à l'édition de luxe, réservée à des collectionneurs, des amateurs éclairés, ou soit des femmes qui se consacraient aux livres clandestins. Enfin, je pense surtout à Madame Françoise au début des années 50. Alors vous visez en fait le grand public et la démocratisation des lectures érotiques. Et en plus, vous êtes une très jolie femme, ce qui n'arrange guère les choses. On essaie de vous intimider. Alors lors de votre première convocation à la brigade mondaine, on vous montre des photos porno afin de tester vos réactions. Puis la présidente, au moment de votre procès, la présidente du tribunal juge vraiment intolérable le fait que vous soyez une femme et en même temps que vous osiez publier de tels ouvrages. Donc il n'apparaît pas digne pour une femme d'écrire de l'érotique, mais il n'apparaît pas non plus digne pour une femme d'en publier. C'est jugé en effet peu conforme à l'idéal moral de modestie et d'humilité qui convient mieux aux femmes. Alors du côté des médias, la presse s'empare volontiers de votre image, alors que vous cherchez à attirer l'attention sur les conditions injustes qui pèsent sur le métier d'éditeur et sur les entraves faites à la liberté d'expression. Alors, contrairement à Pauline Réage, l'auteur d'Histoire d'eau, c'est-à-dire Dominique Horry, vous n'avez pas de prédisposition pour la clandestinité. Pour vous, ce n'est pas être nu que de se cacher pour être nu, pour reprendre une expression d'Emmanuel Arsan, l'auteur d'Emmanuel.
Et il en est de même de vos textes que vous publiez dans leur version intégrale. Alors cette nudité a bien entendu un prix, puisque vous êtes poursuivi, saisi, inculpé. Et finalement, le monde intellectuel va réagir à l'injustice qui vous est faite, et qu'on va condamner cette atteinte à la liberté d'expression. Plus de 200 personnalités du monde des lettres, des arts et de la presse s'indignent en 1973 dans le Figaro littéraire. Alors, il y a un article très intéressant d'un écrivain catholique, Pierre Emmanuel, qui montre aussi qu'il n'y a pas que la censure qui est devenue l'ennemi en fait à combattre, mais également un érotisme trop démocratisé, rose, édulcoré, un érotisme de masse. Pierre Emmanuel écrit: cette violence à laquelle l'érotisme littéraire sensibilise jusqu'à l'épouvante, les sex shops, boucheries de chair rose, l'ont truqué, éviscéré, parodié. Alors, l'autre enjeu, en fait, à l'époque, est de défendre la valeur intellectuelle d'un érotisme de la distinction au sein d'une société un peu plus permissive où le combat d'arrière-garde que mène la censure se trompe d'ennemi. En effet, pourquoi cette sévérité contre un artisan de l'érotisme alors qu'il existe un commerce multinational du sexe? Alors, vous êtes proche de cet érotisme de la distinction, mais vous prenez en même temps en considération les attentes du grand public à travers des productions porno sans prétention artistique. Vous vous intéressez aux femmes et vous ne vous adressez pas spécialement à elles. Vous ne prétendez pas vous adresser à un lectorat féminin. Alors, il faut savoir que le lectorat féminin à l'époque est très minoritaire. Seuls 10% des femmes achètent à l'époque des livres érotiques. Donc ça a bien changé. Donc pour finir ma présentation, par votre production éditoriale, mêlant de grands classiques de l'érotisme à des ouvrages sans prétention littéraire, vous avez à mon sens participé à la démocratisation des lectures érotiques en touchant un public masculin plus large. Voilà pour cette présentation. J'aimerais savoir maintenant pourquoi vous avez choisi, enfin sans doute, dans le cadre de la libéralisation des mœurs et des corps, pourquoi avez-vous choisi tout particulièrement l'érotisme comme champ de bataille à une époque où l'érotisme était devenu un mythe moderne? Pourquoi tout spécialement l'érotisme? Enfin voilà, qu'est-ce que pour vous? Voilà, je vous laisse réagir. Pour moi, la littérature érotique devait avoir sa place dans les librairies, comme la littérature policière, la littérature philosophique, la littérature religieuse, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Les livres érotiques existaient, mais ils étaient vendus sous le manteau, clandestinement. D'ailleurs, dans le petit livre qui est ici, j'en parle, les démarcheurs de ce genre de publication avaient vraiment la tête de l'emploi. Donc, j'ai décidé de faire un catalogue de vente par correspondance qui s'est intitulé La conquête du sexe, la conquête du beau sexe, la conquête des femmes dans le domaine du livre, dans lequel j'ai répertorié une 50aine de textes érotiques, qui n'étaient érotiques certains que parce que j'avais décidé qu'ils l'étaient. Et comme je trouvais que mon catalogue était un petit peu mince, j'ai donc décidé de publier Le Conte d'Irène d'Aragon, qui avait été publié, comme vous l'avez dit tout à l'heure, clandestinement en 1928. J'ai écrit à Aragon pour lui demander l'autorisation, il ne m'a jamais répondu. Mon avocat de l'époque, Maître Wamsel, m'a dit, écoutez, ce texte est anonyme, clandestin, il appartient à celui qui le premier met son nom dessus. Donc j'étais la première en tant qu'éditeur avec mon nom dessus. Mais comme Aragon n'avait pas répondu, je n'ai pas mis de nom d'auteur. Et je suis tombée par là sous le coup d'une loi qui dit que tout livre doit porter 3 mentions, le nom de l'auteur, le nom de l'éditeur et le numéro du dépôt légal. J'avais tout bon sauf le premier. Donc ils se sont servis de ce prétexte, il y a eu une plainte déposée par le parquet, et ils se sont servis de ce prétexte pour venir saisir le stock chez moi, chez le distributeur Hachette, et chez quelques libraires qui ont pris peur. Et à la suite de ça, j'ai donc été convoquée à la brigade mondaine et interrogée dans ce cadre-là. On m'a demandé ce que j'avais l'intention de faire, si je continuerais. J'ai dit oui, et on m'a dit, ben voilà, tout ce qui va vous arriver. Et le commissaire Octavioli, qui m'interrogeait, m'a raconté, et tout ce qu'il m'a dit est arrivé. Voilà, en gros ce qui s'est passé. Alors vous me direz, mais pourquoi vouloir continuer? Parce que je trouvais ça complètement absurde, je trouvais ces interdictions à la fois stupides et injustes. Je me disais, mais enfin on est en France, le pays des droits de l'homme, la liberté de dire, de publier, et dans la déclaration même des droits de l'homme.
Et donc je me battais contre ça, j'ai appelé tous les rédacteurs en chef des différents journaux en criant au feu. Et eux, ils n'ont vu qu'une chose, c'est que c'était une jeune femme qui faisait ça. Alors c'est pour ça qu'ils ont titré la polissonne Régine, la coquine, la papeteuse érotique, enfin, autant de bêtises qu'ils pouvaient en dire. Mais sur la liberté d'expression, sur la saisie des livres, rien du tout. Donc j'ai continué, et comme ça se passait en 68, où il était interdit d'interdire, c'est ce qu'on nous disait, ça tombait plutôt mal. Alors moi j'ai vécu pendant quelques mois un vrai décalage, parce que d'un côté le quartier latin en effervescence, et moi la tour pointue, à la préfecture de police, en train de me faire interroger, dans lequel on me disait que je faisais des choses qui n'étaient pas bien. Bon, voilà comment les choses ont commencé. Et pouvez-vous nous expliquer aussi comment vous êtes passé donc de ce parcours d'éditrice, j'ose encore la féminisation, et donc à votre parcours d'écrivain. Quel a été l'événement décisif qui vous a permis d'écrire? Est-ce qu'il s'agit de la rencontre avec Dominique Horry en particulier ou d'autres? Oui, c'est grâce à Dominique Horry que je dois d'avoir pu écrire, parce que depuis l'affaire du cahier volé, pour vous résumer brièvement, quand j'avais 15 ans, je tenais mon journal, j'étais amoureuse d'une fille de mon âge, on a volé mon cahier, et les gamins qui l'avaient volé l'ont lu dans les cafés du Patelin, les gendarmes sont venus, enfin bon, ça a été assez difficile. Donc, c'était quoi votre question? Ah oui, donc j'ai été libraire avant d'être éditeur, etc. Et un jour, Jean-Jacques Aubert me dit, mais vous devriez faire un livre avec l'auteur d'Histoire d'eau, elle est d'accord. Alors on a commencé, on a fait ensemble un livre d'entretien qui s'est appelé On m'a dit, dans lequel elle racontait dans quelles circonstances elle avait écrit ce livre et pourquoi. Et quand une fois je lui ai donné taper tous nos propos, elle m'a dit, mais ma petite enfant, on ne vous entend pas parler, vous devriez développer telle et telle chose. Il faut vous rappeler qu'elle était éditeur chez Gallimard. Donc j'ai développé certaines choses pour essayer que l'on m'entende un petit peu. Et c'est à partir de là, ça m'a donné, si vous voulez, le courage d'écrire. Et dans la foulée, je me suis mise à écrire mon premier livre, qui est Blanche et Lucie. Et que 5 ou 6 éditeurs se sont disputés à Paris parce qu'il leur plaisait, et notamment Gallimard, elle l'avait proposé à Gallimard, qu'il l'avait pour me faire, et voulant me faire la surprise. Et moi, entre-temps, j'avais signé avec un autre éditeur. Donc ce livre n'a pas été publié chez Gallimard. Mais je dois à Dominique Horry d'avoir pu surmonter ma peur qu'on me vole à nouveau ce que j'écrivais. Et à quels obstacles vous avez été confrontés dans vos premiers pas d'écrivain Moi, j'ai pas eu beaucoup d'obstacles parce que j'ai appliqué sans le savoir le mot que Jean Paulhan disait à de jeunes auteurs qui venaient le voir. Il leur disait, mais mon jeune ami, faites-vous connaître avant de publier. Alors comme j'avais été connue par le scandale des livres que j'avais des livres d'éditeurs, j'étais donc déjà connue, entre guillemets. La presse a été assez bonne pour ce livre, il a été sur la liste du Goncourt, donc c'est un livre qui a gentiment marché. Et après, j'ai donc pu écrire Le cahier volé. Et c'est un livre que j'ai écrit dans la souffrance, dans les cris, dans les larmes. J'étais enceinte à ce moment-là de ma dernière fille. Elle prétend que c'est à cause de ça qu'elle a un caractère de cochon. C'est possible. J'en sais rien. Mais enfin, toujours est-il que j'ai réussi à écrire ce livre qui a été pour moi pas une psychanalyse, parce que ça n'a pas guéri, pas du tout guéri la souffrance, ni ôté la peur. Mais à partir de là, j'ai écrit un livre d'entretien avec mes oncles et mes tantes maternelles, où j'ai appris à les connaître, parce que je les méprisais un peu sottement. Je les trouvais ordinaires, et je me suis rendu compte que ces gens avaient eu des rêves quand ils étaient jeunes. Et j'ai une tante qui était ravissante, qui me disait « Oh, tu sais, j'aurais tellement voulu être demoiselle des postes. » Moi, demoiselle des postes, ce ne sont plus pas un rêve bien extravagant. Et je me suis dit « Mais pourquoi ?» Et elle a eu ce mot pour avoir plus de liberté. Alors là, à partir de là, je les ai aimés, si vous voulez, parce que je me suis rendu compte que la société de leur temps, l'Église, etc., avait pesé très très lourd sur leurs épaules. Et puis je me suis dit, tu ne vas pas continuer à écrire des livres où il est question de toi, de ta famille, c'est pas ça un écrivain. Et j'ai donc écrit mon premier vrai livre, qui est La révolte des nonnes, qui est l'histoire d'une révolte de femmes, justement, au VIe siècle à Poitiers. Un groupe de nonnes
filles de rois la plupart, s'en vont sur les routes de la Gaule demander justice à l'évêque de Tours, qui s'appelle Grégoire, c'est lui qui a raconté cette histoire. Et sur ces routes, elles rencontrent des Gaulois, des Romains, certaines restent dans les bois. Et donc c'est une très belle histoire de révolte. Donc c'est mon premier vrai livre, c'est La révolte des nonnes. Et dans ce récit, il me semble que dans ce récit, Wanda est protégée par des loups. Alors est-ce que quelque part ça ne renvoie pas au fait aussi que vous-même aviez besoin d'une barrière de protection face au monde des adultes qui vous avait fait beaucoup de misère? Est-ce que, je pense au marquis de Sade, selon certains critiques, par exemple, le marquis de Sade fait un ordre inversé pour mieux dénoncer les injustices qu'il aurait subies de la part de sa belle famille. Est-ce que vous-même, dans La révolte des nonnes, le fait que votre personnage féminin soit protégé par des loups, est-ce que ça ne fait pas partie de votre... d'une image de votre rébellion, finalement, ou d'un souci de protection, ou de... Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé si loin. Vous savez, le mythe des loups a perduré pendant tout le Moyen-Âge. Et faire qu'une enfant soit sauvée par une louve et que l'enfant étant recueilli par des hommes, elle garde serré contre elle le louveteau. Et ce louveteau va grandir avec elle, ça me semblait, moi, quelque chose de tout à fait logique. Je n'ai pas du tout pensé à Sade en écrivant ce livre. Mais si vous voulez, ça m'a permis justement de montrer quels pouvaient être les rapports des gens de ce temps, à la fois avec les animaux, avec les femmes et avec la religion. Le monastère de Sainte-Croix, qu'avait créé Sainte Radegonde, qui était reine de France, avait cette particularité, c'est que toutes les nonnes savaient lire le grec, le latin et l'hébreu. Il faut attendre le XIIe siècle pour que dans les couvents, les nonnes ne sachent plus ni lire ni écrire. Donc à cette époque-là, il y avait une vraie culture, un vrai développement de la culture religieuse et païenne. Et Wanda, mon personnage, va donc vivre dans ce couvent jusqu'à l'âge de 15 ans, où Radegonde va mourir et elle va être remplacée par l'abbesse Le Beauvert, contre laquelle vont se révolter les autres nonnes. Alors, je vous propose de passer de La révolte des nonnes maintenant à vos livres érotiques. Je pense notamment au Conte pervers, à l'orage. Alors, vous avez dit quelque part que vous vous mettiez dans un certain état pour écrire vos livres, notamment, je pense à La bicyclette bleue, où vous avez créé une atmosphère particulière avec, il me semble, de la musique allemande, je crois, pour favoriser le processus d'écriture. Est-ce que, en ce qui concerne les livres érotiques, est-ce que vous mettez dans un certain état de tension, de transe, de rage au cœur, hein, pour reprendre vos mots? Alors vous écrivez également que vous avez besoin d'aller voir sur place, hein, pour recueillir des informations, de la documentation. Est-ce qu'il en est de même des livres érotiques? Est-ce que vous avez besoin, pour connaître ou parler d'un sujet en particulier, d'un sujet érotique, est-ce que vous avez besoin d'aller voir également sur place? Voilà, donc il y a deux questions. Non, quand j'écris un texte érotique, je n'éprouve pas le besoin d'aller dans des bordels ou dans des quartiers chauds. Mon imagination suffit, si vous voulez. Non, j'ai envie de raconter une histoire ou une autre. Et il se trouve que L'orage, dont vous parliez tout à l'heure, est un livre totalement inspiré de Georges Bataille, du mort de Georges Bataille. Et c'est l'histoire d'une femme qui n'accepte pas la mort de l'homme aimé et qui, pour le rejoindre, se lance dans la débauche. C'est ça, la manière qu'elle a trouvée, elle, de le rejoindre. Et c'est un livre que je ne pouvais pas écrire autrement. Mon mari était tout à fait contre sa publication. Ce livre l'a beaucoup choqué. Il choque les hommes en général et pas les femmes. Les femmes comprennent très très bien. Mais les hommes n'aiment pas ce livre, trop dérangeant, trop fort. Je ne sais pas. Donc là, je n'ai pas du tout éprouvé le besoin d'aller voir comment ça se passait. Pour les contes pervers, je me suis beaucoup amusée. Non, c'est surtout dans Lola et quelques autres, à me promener dans Paris. Parce que je trouve que Paris est une ville érotique absolument magique. Et donc, j'ai raconté des histoires dans différents quartiers de Paris. Saint-Germain-des-Prés, rue Mouffetard, sur le quai de Javel. Vous voyez, je mets les femmes dans des situations érotiques. Alors, en ce qui concerne la documentation pour La bicyclette bleue, par exemple, ou pour Sous le ciel de Novgorod, hein, qui se passe à la fois ici, en Normandie, et en Ukraine, là, je vais sur place. Pour La bicyclette bleue, j'ai fait un gros travail de recherche
savoir quel était le quotidien des gens pendant ces 4 années d'occupation, et ce qui m'a permis d'être au plus près de la réalité de l'époque, et de pouvoir raconter, dire des choses, parce que j'ai quand même fait pas mal de découvertes en faisant ce travail, des choses qui étaient tues dans la région bordelaise, et ça m'a permis de les raconter, et en donnant les vrais noms. Et tout le monde me disait, tu vas avoir des ennuis, tu vas avoir des ennuis. Rien du tout. Personne n'a bougé parce que ce que je disais était vrai et que j'avais les preuves, soit des dénonciations des otages qui ont été fusillés au camp de Souges en 1942, soit en ce qui concerne l'exécution de Grand Clément, qui a été exécuté par Georges Lande, qui était un des chefs de la résistance en France. Et quand j'ai écrit ça, après avoir beaucoup réfléchi et enquêté, je lui ai envoyé ces pages. Et il m'a dit j'arrive. Et j'ai vu arriver un Anglais qui m'a dit tout ce que vous avez raconté était exact. Je lui ai dit je peux le publier. Il m'a dit oui. Donc vous voyez, là j'avais... de même que j'ai rencontré beaucoup d'anciens nazis ou de collaborateurs, qui étaient toujours des nazis et des collaborateurs, et qui m'ont apporté certains éléments justement concernant la collaboration. Et ça a été pour moi extrêmement précieux, même si après j'aérais, je faisais brûler de l'encens pour chasser leurs mauvaises ondes, parce que ce sont des gens vraiment épouvantables. Mais c'était important et c'est bien d'être confronté par moments avec l'horreur, avec le dégoût. C'est vrai que j'écoutais beaucoup de chants nazis à ce moment-là, parce que j'avais besoin de conforter ma haine, si vous voulez. Donc j'ai écrit certains livres de cette période dans une tension nerveuse assez grande. Alors, vous parlez d'horreur et de dégoût, et il y a des éléments très noirs, notamment dans vos contes pervers. Je prends l'exemple des contes pervers qui est constitué de plusieurs nouvelles. Et on voit que votre imaginaire érotique est très foisonnant, très varié. On passe des Antilles à la forêt du Rhin. Donc il y a une diversité géographique, mais il y a une diversité des personnages. Les personnages masculins appartiennent à des univers complètement différents. On a un camionneur, on a un homme, un japonais, je crois, richissime. Les femmes sont tantôt mannequins, prostituées, libraires. Alors, cette diversité de votre imaginaire érotique que j'ai perçu dans les contes pervers, est-ce que c'est un parti pris de départ? Est-ce que c'est pour montrer que l'érotisme nous concerne tous et tous, pour abolir les frontières? Quel est votre voilà, est-ce que c'était un parti pris de départ? Qu'est-ce que vous souhaitez? Donc, ce que je souhaite surtout, c'est raconter une histoire. Hein. Parti pris de départ, ça m'intéresse de mettre une femme du monde avec un camionneur et une prostituée. Vous aimez les duos assez insolites? Oui, mais parce que... La femme au mur avec le jeune homme aussi. Oui, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse, si vous voulez. Ça existe dans la vie, et de montrer ça, de donner à voir, justement, ce trouble érotique de ces personnes-là, je trouve ça intéressant. Alors peut-être que ça serait le moment de lire quelques extraits des contes pervers pour que vous perceviez cette diversité qui vient d'être évoquée. Donc j'ai choisi 3 passés. Martine arracha plutôt qu'elle ne la retira la chemise de Dominique. Rien de plus joli que ces 2 corps. Le corps doré, mince et blond de Martine, aux seins épanouis, lourds et fermes, et celui de Dominique, brun, nerveux, à la taille incroyablement fine, faisant, par contraste, paraître plus larges les hanches et plus opulents, 2 seins mignons à l'auréole large et foncée. Les 2 filles glissèrent l'une contre l'autre en un mouvement lent et soyeux. Au dehors, la grosse chaleur était tombée. Les invités du père Renaud dormaient, un sourire repu aux lèvres. Le défunt pouvait être content. Pour un bel enterrement, ça avait été un bel enterrement. Alors, j'ai choisi un 2e extrait, complètement dans une autre ambiance, qui est issu d'un conte qui est Made in Hong Kong.
Et donc je dis que c'était un Chinois, pas un Japonais, pour monsieur. Il y a deux personnages féminins au départ, une Chinoise nommée Lotus et une Française nommée Jeanne. Et c'est donc Lotus qui commence à parler. Je suis sûre que cet endroit vous plaira. Il est assez particulier. C'est soi-même que l'on joue ici. Je vous ai proposé comme enjeu à ces messieurs. Si vous gagnez, bien entendu, vous empocherez l'argent. Si vous perdez, vous devez accorder à chacun ce qu'il vous demandera. Vous acceptez? Vous êtes folle? Mais non, vous verrez, c'est très facile. Et si je refuse? Vous n'avez guère le choix. À votre place, j'accepterai. Ils ont déjà donné beaucoup d'argent pour pouvoir jouer avec vous. Jeanne regarda autour d'elle, quêtant une aide qu'elle savait ne pouvoir trouver dans ce lieu. Que dira M. Trong quand il apprendra que le bateau est à lui? Elle n'eut pas un mouvement de colère, comme si tout cela ne la concernait pas. Elle s'assit à la place que lui désignait la Chinoise. En quelques mots, celle-ci lui expliqua le jeu. Le chef de table agita 3D en poussant un long cri qui rappelait celui du pan. Le jeu commença. Durant 1 heure, Jeanne gagna, puis elle perdit. Elle ne comprit pas et se débattit lorsqu'un Chinois jeune mais borgne la força à se lever et la renversa sur la table au milieu des jetons, des verres de bière et d'alcool de riz et des cendriers débordant de mégots. Lotus se pencha à son oreille. Faites attention, on n'aime pas les tricheurs ici. Les larmes coulaient sur les joues et le long du cou de Jeanne. Elle sentit avec horreur les mains humides de l'homme retrousser sa jupe, écarter sa culotte. Elle poussa un cri quand le sexe mince, dur, s'enfonça en elle. Ses mains se crispèrent sur le bord de la table. Pour plus de commodité, le borgne lui souleva les jambes, qu'il maintint largement ouvertes. Les assistants se mirent à rire. Certains applaudirent. L'homme jouit très vite en poussant un petit cri de souris. Les jambes de Jeanne retombèrent. Un lourd silence s'abattit sur la salle enfumée. Lentement, Jeanne se redressa, le visage barbouillé de larmes et de traces de fard. Elle promena sur l'assemblée un regard hautain, rajusta sa jupe et dit en se levant d'une voix ferme et méprisante: « Allons, messieurs, la partie continue. » La partie reprit. Elle gagna pendant quelques tours, beaucoup, puis reperdit. Un gros homme au visage couturé de cicatrices, une sorte de géant, l'arracha à son siège et la jeta à plat ventre sur la table. Un verre de bière se renversa, imprégnant sa chevelure. Elle cria longtemps, tandis que l'homme la sodomisait. Dans la salle, les rires redoublèrent. Quand Jeanne se releva, un peu de sang tachait sa jupe, qui n'était plus qu'un chiffon déchiré par endroits. La partie continua. Jeanne gagnait, Jeanne perdait. Il lui semblait flotter au-dessus du sol. Son ventre meurtri, ses seins malmenés. Elle se sentait comme une étrangère à elle-même. Son corps ne lui appartenait plus. Il vivait une vie indépendante. Elle le regarda vivre, se débattre. Mieux, elle était son propre voyeur. Tout à coup, un plaisir brutal, sauvage, immense l'envahit. Elle s'entendit crier puis gémir, des dizaines de mains la caressaient, la griffaient, fouillaient les recoins de son corps, des sexes entraient en elle, violant ses lèvres, son ventre et ses reins. Elle était ouverte, offerte à tous. Le plaisir qu'elle en éprouvait était autant mental que physique. Peu à peu, son intensité devint telle qu'il se fit douleur. Elle s'entendit hurler une dernière fois, puis sombra dans un brouillard rouge. Et si j'ai le temps, un petit dernier extrait. C'est possible. C'est un petit extrait parce que j'adore les camionneurs. Donc, puis c'était un petit peu, si c'est possible, pour parler aussi de l'homme, parce que j'ai bien aimé le traitement de l'homme dans ce texte. C'est une petite histoire en Italie, c'est assez court. La nuit, donc c'est, le camionneur. Paolo. La nuit tombait doucement sur la campagne italienne. Dans la cabine du camion, Nathalie semblait dormir. Sa jupe remontée découvrait largement le haut de ses bas. Émue,
Paolo, tout en conduisant, jetait de fréquents coups d'œil sur les belles cuisses ainsi offertes. Il remonta plus haut le tissu léger. Les jarretelles noires tranchaient sur la peau blanche, la dentelle de la culotte apparut. Paolo sentit son sexe se dresser. Il ralentit et déboutonna le haut de la robe. Les trépidations du camion firent tressauter les seins de la passagère, qui gémit doucement. Le lourd camion quitta la route et s'arrêta sur un terre-plein aménagé en parc de stationnement. Le silence succéda au bruit du moteur. Paolo acheva de déboutonner la robe et resta un long moment à contempler la belle endormie. Les phares des voitures qui passaient sur la route éclairaient par intervalles la nudité de Nathalie, lui donnant quelque chose d'irréel. Il prit entre ses lèvres la pointe des seins de la jeune femme qui gémit à nouveau. Il l'attira contre lui, lui baisant les yeux, les lèvres, le cou. « J'ai envie de toi. » Elle ouvrit ses yeux d'un bleu très pâle et murmura « Moi aussi. » Malgré l'étroitesse de la cabine, il réussit à se dévêtir rapidement. Il aida Nathalie à se glisser sur la couchette aménagée derrière les sièges. Son sexe durci lui faisait mal. Il la souleva, l'assit à califourchon sur ses cuisses et la pénétra avec une douce facilité. Il resta un long moment en elle, sans bouger, savourant enfin sa possession. Alors, sûr de lui, il lui fit l'amour. Quand elle cria en se renversant en arrière, à son tour, il fut heureux. Longtemps, la buée qui couvrait les vitres les isola du reste du monde. La jolie patronne de bar avec lequel décidément il préfère faire l'amour. Donc, Julien Sandre, vous évoquez un domaine érotique